Je suis Peggy Reboul, interprète animalier et communicante avec le vivant, plus connue ici sous le nom de Réa, communication. Voilà. Et je pratique des soins intuitifs également. Et je suis également équithérapeute. Mon métier consiste à faire le lien entre l'humain et l'animal, permettre à l'humain de mieux comprendre son animal, en interrogeant ce dernier par le biais d'une écoute intuitive et télépathique. Donc je ne vais pas parler de la communication animale, mais par contre, je vais vous donner 3-4 témoignages d'animaux. Donc quand il y a des problèmes de comportement, je peux interroger l'animal, voilà, pour savoir un petit peu ce qu'il se passe et ce qui génère ces problèmes de comportement, tout comme quand il y a des problèmes, des maladies difficiles à soigner, il peut y avoir un facteur émotionnel, et donc là, je peux interroger l'animal pour savoir qu'est-ce qui génère cette maladie. Donc durant cette conférence, on va essayer de faire court et simple, et nous allons essentiellement parler de la conscience, enfin moi en tout cas, et de la santé de l'animal. J'illustrerai mes propos donc avec quelques témoignages d'animaux, et vous verrez à quel point ils sont très proches de nous, les humains, et à quel point ils nous connaissent bien, parfois bien plus que nous-mêmes, nous connaissons. Donc leur conscience est bien plus grande qu'on ne pourrait le penser, et ils ont une connaissance intuitive et réflexive de leur existence et de la nôtre. Leur représentation mentale de la réalité est très claire. Ils ont une capacité de réflexion et d'analyse, comme nous. Ils n'ont pas de pensée limitante, eux, et ils ont la faculté de voir ce que parfois, nous ne voyons pas. Ils ont du bon sens, ils expriment leurs émotions dans l'instant pour s'en libérer, et ils ne comprennent pas pourquoi l'humain n'en fait pas autant. Ils sont par contre très perméables, très empathiques, très poreux et sujets au stress, et notamment le nôtre, celui de l'humain. Car ils n'ont pas de filtre. Nous, oui. Et c'est bien là le problème, et donc j'aborderai ce problème-là. Ils ont également une conscience du monde très élargie, et aussi la conscience de problèmes planétaires, notamment pour les animaux sauvages, mais je ne parlerai pas des animaux sauvages cette fois-ci, uniquement des animaux domestiques et un petit peu des animaux d'élevage. Alors, l'animal de chair, par exemple, a parfaitement conscience de nourrir l'humain et de faire partie d'une chaîne. La lucidité des animaux de rente est assez incroyable. Et lorsque j'étais encore photographe, dans une autre vie, j'ai suivi une éleveuse de vaches au brac qui a repris l'exploitation de son père et qui était très inquiète du bien-être de ces vaches. Elle avait vraiment à cœur de répondre à ce bien-être. Et je me questionnais sur la relation de l'homme à l'animal dans ce cadre-là. Éleveur, animaux, ça sous-entend qu'on tue. Donc comment pouvait-on faire naître un animal pour finalement le tuer? Comment pouvait-on à la fois aimer l'animal, parce qu'elle aimait ses bêtes, et le manger? Et quel était le point de vue des animaux sur ce sujet? Eh bien, je constatais que dans le domaine de l'élevage, la pire des souffrances n'était pas la mort, plutôt considérée comme une délivrance, en fait. Mais la pire des souffrances pour l'animal d'élevage, l'animal de rente, l'animal de chair, c'est le manque de reconnaissance et le manque de gratitude et le manque de remerciement de l'humain. Les animaux qui ont conscience de faire partie de cette chaîne ont besoin d'être remerciés. Et donc, ils invitent l'humain à sacraliser le moment du repas, afin qu'il prenne conscience qu'une vie est retirée, pour permettre à une autre vie de perdurer.
Ils sont en général conscients eux-mêmes de faire partie de cette chaîne, d'en être un maillon. Et à 80%, je dirais, des animaux que j'ai interrogés, tous OK pour nourrir l'humain. Ils sont conscients aussi que l'élevage permet le maintien de la race dans les paysages. Ils déplorent simplement la légèreté et le manque d'état d'âme de l'humain au don de sa chair. Et bien sûr, ils déplorent certaines conditions de vie. Pour ma part, je n'ai interrogé que des animaux d'élevage extensif, puisque toutes les approches que j'ai tenté de faire dans des élevages intensifs et dans les abattoirs n'ont pas... Je n'ai jamais pu rentrer et interroger ces animaux-là. Et donc, je vais juste vous témoigner de Belote. J'ai interrogé Belote, une vache productrice de viande du même élevage. Là, vous voyez un petit veau en photo, et c'est l'élevage de vaches au brac. Donc, c'est quand même un élevage extensif. Hein. Voilà ce que Belote me dit. Seule une mère peut comprendre ce que nous ressentons. Perdre nos petits est un arrachement à chaque fois. Nous savons très bien ce qu'il advient de nos veaux. C'est ainsi, et nous savons que nous ne pouvons rien y faire. Mais nous aimerions que l'humain soit plus conscient du cadeau qu'on lui fait, le sacrifice d'une vie. Nous aimerions que l'humain soit reconnaissant et respectueux. Alors, elle m'a dit tout un tas de choses, mais bon, je fais court et je prends un extrait. On peut également rentrer en connexion, en communication intuitive avec les animaux décédés, et c'est ce que j'ai fait pour ce petit veau que vous voyez là au-dessus de moi. Et ce petit veau est parti à l'engraissement en Italie. Donc, voici son témoignage. Alors, c'était quand même assez bouleversant, émotionnellement, c'était quand même assez fort. Je me suis sentie envahie d'une grande tristesse. Et parce qu'il m'expliquait le calvaire du trajet et les conditions de vie dans ce pays nettement moins empathiques que de là où il venait. Il me dit ceci: je n'ai pas de nom, juste un numéro. Je suis lumière à ce jour. J'éprouve un sentiment profond de tristesse pour les hommes qui avancent sans regarder où ils vont. Il suffirait de pas grand-chose pourtant. Nous manger est un acte que nous ne considérons pas comme condamnable. Ce qui est difficile pour nous les bêtes, c'est votre indifférence et votre ignorance. Mettez du cœur et de l'amour dans chacun de vos gestes. Cela ne vous empêchera pas de nous consommer, mais cela aura du sens, le sens profond de l'humanité. Les animaux d'élevage sont aussi réfléchis et posés que les animaux domestiques. Et ils ont aussi leur point de vue sur la manière dont le fermier gère l'exploitation, sur la prophylaxie aussi, sur les naissances et toute autre chose inhérente à la production d'un cheptel. Il conviendrait, je pense, de les écouter davantage, parce qu'ils donnent de bons conseils. Et pour optimiser la qualité du produit, si je puis dire, ou préserver le bien-être animal, ça vaut le coup de les écouter. J'ai souvent été surprise par leur lucidité et leur pensée philosophique. En Aveyron, j'ai eu l'occasion d'interroger un troupeau de vaches laitières atteintes d'une infection des pieds, la maladie de Mortellaro, et de mammites aussi. Et donc, j'entends ceci. Alors, il faut savoir que là, pour les élevages, je me déplace, je vais sur place parce qu'il y a aussi le lieu et le troupeau dans sa globalité est à considérer. C'est plus simple pour moi, quand ça concerne le troupeau, d'être sur place. Donc là, je m'étais déplacée. Et donc, voilà ce que j'entends. La maladie des pieds ou autre chose, c'est pareil, me disent-elles. La guérison ne sera que temporaire
s'il ne revoit pas tout son système d'élevage. Alors là aussi, c'était un éleveur qui reprenait l'exploitation de ses parents. Et les vaches préconisaient de réduire le cheptel pour commencer. J'entends, nous sommes des êtres vivants, notre gardien peut enrayer la maladie en nous laissant dehors plus longtemps, car c'est le béton qui nous fait mal. Mais la boue nous guérit. Il faut importer une autre bactérie pour nous aider. Un environnement trop aseptisé ne nous convient pas. Nous, en parlant du troupeau en général, nous avons la force et le pouvoir d'aller mieux ou de mourir si nous le voulons. Tout est une question de choix. Les hommes ne comprennent pas qu'en voulant tout contrôler, ils perdent le contrôle de leur vie, de notre vie et de la leur. Laissez faire la nature et réduisez la taille du troupeau. Alors effectivement, j'ai appris après coup que le béton développait en fait cette bactérie au niveau des pieds. Et qu'en fait, c'était avec une autre bactérie qu'on pouvait, équilibrer. Enfin, voilà. Les vaches me disent qu'elles souhaitent des changements drastiques en termes de conduite d'élevage afin de pérenniser l'exploitation, justement. Et en fait, elles connaissent la cause de leurs symptômes et ce qui peut les sauver. Elles m'expliquent également qu'elles peuvent décider de leur guérison ou de la propagation d'une épidémie si elles le veulent. Elles évoquent même des suicides collectifs dans des élevages intensifs qui ont eu lieu. Je ne citerai pas lesquels. Lorsque des troupeaux manifestaient leur désaccord avec des politiques d'élevage industriels, ils se laissaient aller volontairement à la contamination. Concernant les mammites, ces vaches désiraient tout simplement manger de l'ortie séchée. Donc c'est intéressant de voir qu'en termes de conscience, les animaux savent ce qui est bon et ce qui est juste pour eux. Et qu'en plus de ça, ils arrivent à avoir une opinion sur des politiques d'élevage. C'est très intéressant. Les animaux domestiques comme les animaux d'élevage ont cette conscience aussi permanente de ce qui est bon et juste pour eux et pour l'homme. Alors, l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural du Cantal me délègue la transmission des clés de la communication animale aux éleveurs. Et je suis ravie de cette avancée dans ce domaine. Ça prouve que les consciences bougent et s'élèvent, et c'est tant mieux. D'autant que ces formations, en plus, leur sont payées. Mais en fait, je me suis aperçue que dans ces petits élevages extensifs, les éleveurs communiquaient eux-mêmes déjà depuis longtemps. Et finalement, mes formations, elles ne venaient que valider ou donner les clés à certains, effectivement. Et donc, ils ont vraiment pu percevoir et affiner leur capacité télépathique avec leurs bêtes. Et je me souviens de cette rencontre touchante avec un éleveur de vaches laitières aussi, qui garde ses vaches jusqu'à un âge très avancé, soit 4 fois plus vieille que les autres. Je l'ai là, Rosalie. Donc cet éleveur, qu'on voit là d'ailleurs, était très contrarié par la fin de vie de l'une d'entre elles, et il me demandait d'interroger Rosalie, une abondance de 18 ans qui avait du mal à suivre le troupeau, parce elle était fatiguée, elle avait un problème pour se déplacer, et il ne pouvait se résoudre à l'emmener à l'abattoir, et cette dernière m'expliqua pourquoi. Elle me dit ceci: « J'incarne le passage, la transmission et la pérennité de l'élevage. Mon rôle est plus déterminant qu'il ne le pense, et au fond, il sait tout cela. J'assure, au sein du troupeau, le lien, la filiation et l'histoire de toute une famille, la sienne et celle du troupeau. Les deux sont imbriqués. Voyez cela comme une seule cellule. Mon éleveur agit en conscience et dans la cohérence. » Cet éleveur m'expliqua en effet que cette vache venait de son père et qu'elle avait un rôle clé dans le troupeau. Une fois partie, le passé allait être oublié. En la regardant, en pensant à elle, il ne pouvait se résoudre à s'en séparer, car il pensait à son père.
et j'étais touchée du lien et de la profondeur de leur cœur à chacun, et de ce lien entre l'éleveur et sa vache. Au-delà de mon besoin de comprendre comment l'homme qui aime les animaux peut les élever pour les tuer, mon but, c'est aussi de rendre hommage aux paysans qui résistent au système alimentaire moderne et qui révèlent le lien qui nous unit à l'animal, à la terre et au végétal. Hélas, les éleveurs extensifs sont mangés par les grandes industries, mais elles ont quand même le mérite d'exister. Et le consommateur, c'est-à-dire vous, nous, eh bien, on peut enrayer ça. On a un rôle à jouer et on peut décider de privilégier la qualité à la quantité, en réduisant sa consommation, en achetant sa viande à des petits producteurs, en se posant la question de savoir d'où elle vient et comment elle a été produite. Les animaux de la forêt aussi sont inquiets. Récemment, j'ai eu un message d'un chevreuil qui m'a raconté qu'à force de manger dans des cultures contaminées, parfois il perdait des bébés à la naissance et parfois il y avait même des problèmes de mutation ou de malformation. On va passer aux animaux domestiques. Je rencontre beaucoup de chevaux. Malheureusement, alors après ce sera beaucoup plus gai, mais c'est vrai que je fais part quand même de ma tristesse par rapport à pas mal de chevaux qui sont totalement résignés dans des écuries qui sont toutefois très très bien tenues, où le cheval ne manque absolument de rien en termes de soins. Et je sais combien c'est compliqué aussi pour certaines écuries et centres équestres de gérer une telle exploitation. Mais là, je parle vraiment des grosses écuries où les animaux sont en boxe et sortis juste 1 heure par jour. Et la reconnaissance en fait, de leurs besoins primaires en tant qu'être cheval n'est pas du tout... Voilà, il y a pas cette reconnaissance n'est pas là. Et je rencontre des chevaux complètement abattus et résignés qui ont l'impression d'être comme un outil de jardin. Mais ils sont là et ils ne se plaignent pas. De toute façon, le cheval ne se plaint pas. Ou peu. Je vois aussi beaucoup de chevaux dépressifs dans les prés, particulièrement dans le Gard. Pourquoi ? Parce qu'ils sont seuls. Je parle des chevaux seuls qui ont véritablement besoin d'être avec un ou plusieurs congénères et aussi besoin d'avoir une relation avec l'humain. Les chevaux ont vraiment quelque chose de très important à apporter à l'humain. Même sur un plan spirituel, ils sont vraiment là pour faire évoluer la conscience humaine. Le cheval est un être vraiment endurant, résilient. Il est aussi profondément généreux, il a le sens du sacrifice, encore plus que d'autres animaux. Un chien ou un chat, c'est déjà plus virulent, et eux, ils peuvent partir plus facilement et trouver un autre gardien s'ils le désirent. Alors, je voudrais rapidement évoquer le comportement déviant d'un animal. Il faut savoir qu'un comportement qui n'est pas normal, il est toujours généré par une raison qu'on va considérer plus ou moins bonne, mais il y a quand même une raison. Et si l'animal a un comportement déviant, c'est qu'il ne peut pas s'exprimer avec des mots, donc il va faire son possible pour que vous le regardiez autrement et que vous essayiez de comprendre ce qu'il a à vous dire. Alors là, par exemple, je peux vous parler d'une petite chatte qui devenait progressivement très agressive avec sa gardienne, qui l'a griffée, qui l'a mordée. Et puis un jour, elle l'a mordu à sang et la gardienne a dû même avoir un arrêt de travail pendant plusieurs jours, tellement elle était abîmée. Et il va de soi que l'entourage de la gardienne l'a mis en garde sur cette chatte et on lui a conseillé d'euthanasier la chatte. Et puis au dernier moment, finalement,
La gardienne était chez le vétérinaire avec la chatte et elle s'est dit non, c'est pas possible. Et donc j'ai pu interroger cette chatte pour savoir ce qui générait une telle agressivité. Eh bien la chatte m'a expliqué que sa gardienne était en burn-out, au bout du rouleau, avec des idées suicidaires. Donc la chatte m'a donné même des éléments concrets, m'a même expliqué comment la gardienne pouvait se sortir de cette situation en lui donnant voilà, des clés. Alors, en général, je fais un compte-rendu audio pour les gardiens, mais quand c'est un petit peu délicat, et là ça l'était, parce que la chatte soulevait quand même des gros soucis, alors là j'ai eu l'occasion de me déplacer parce que c'était pas très loin de chez moi. Du coup, j'ai pu voir la chatte, parce que sinon, quand je travaille, c'est principalement par photographie. En télépathie, je n'ai pas forcément besoin d'être proche de l'animal. Eh bien, quand je suis arrivée, la chatte s'est assise à côté de moi. Elle a écouté ce compte-rendu de communication avec la gardienne et cet échange que j'ai eu avec la gardienne. La gardienne s'est effondrée et elle m'a dit qu'effectivement, elle n'en avait jamais parlé à personne, qu'elle était au bout du rouleau et qu'elle avait eu quelques idées suicidaires. À partir du moment où le message a été délivré, la chatte est partie et elle n'a plus jamais montré signe d'agressivité. Ça, c'est pour le comportement déviant. Il y aurait des centaines de témoignages intéressants. On va passer maintenant à la maladie parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et aussi parce que c'est vrai que je vois et j'interroge beaucoup d'animaux qui ne sont pas très bien en ce moment, plus particulièrement, ou des animaux un peu dépressifs ou des animaux vraiment très fatigués. Et en fait, c'est à leur demande, c'est à la demande de ces animaux-là que j'ai organisé cette conférence avec Marie-Ève et Éléonore pour parler de ce sujet de la maladie. Parce qu'il est souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent étroitement lié à l'humain. Alors attention, il convient de ne surtout pas faire de raccourcis hâtifs en pensant que tous les animaux malades le sont à cause de leur gardien. Surtout pas. Ils ont aussi leur propre histoire. Et ne culpabilisez pas non plus, faites du mieux que vous pouvez, mais ne culpabilisez pas parce que c'est le propre de l'animal domestique. Il est tellement perméable, tellement poreux, tellement éponge que s'il est en lien avec vous, il ne peut pas faire autrement que d'être malade si vous êtes malade, que d'être dépressif si vous êtes dépressif. Voici une situation que je considère très ordinaire et récurrente. Je l'ai choisie par sa simplicité, parce qu'elle revient assez souvent, et qu'elle illustre bien la relation miroir en fait, entre un cheval et une cavalière, et ce qui se joue dans la relation au fil du temps. Qu'est-ce qui génère les symptômes de l'équidé? Est-ce que c'est immuable ou non? Voilà. Donc, une gardienne me téléphone parce que son cheval de 15 ans fait une colique. Et en fait, le problème, alors bien sûr, elle a appelé un vétérinaire, et elle ne me demandait pas de soigner la colique, mais elle me dit, il a 15 ans, il est ulcéreux, stressé, et il fait des coliques à répétition. Alors, c'est un cheval qui a pratiqué le saut d'obstacle pendant quelques années, et aujourd'hui, ce cheval, il vit au pré avec un autre cheval, et puis la nuit au box. Et donc, il fait ses coliques à répétition. Et sa gardienne, je vous donne les infos que j'ai eues, sa gardienne a une trentaine d'années, et donc, elle me contacte en urgence, voilà, pour cette énième crise de colique. Donc, à la connexion, je ressens un cheval triste, très triste, inquiet et las. Je perçois l'énergie d'un cheval un peu désorienté, en quête de repères et d'amour maternel aussi. Et là, il m'explique son sevrage, un sevrage trop précoce, ce qui fait que je perçois un petit peu dans un grand cheval une âme d'enfant, qui recherchait, qui était encore en quête de sécurité, de maternage, etc. Et puis, ce qui l'a affecté, ce cheval, c'est des changements successifs de lieu. Et voilà. Donc ça c'est son histoire. Ça fait partie de son histoire. Et puis, je l'interroge donc plus précisément pour connaître la cause de son anxiété
et je lui demande s'il sait pourquoi il fait des coliques à répétition. Et sa réponse fut la suivante. « J'ai donné le meilleur de moi-même pendant des années et aujourd'hui je suis mise au placard. J'ai besoin d'un lien plus profond avec mon humaine et une relation moins flottante. J'aimerais qu'elle se pose et qu'elle voit combien elle a besoin, elle aussi, de cette profondeur. Retrouver l'authenticité de son être. » Il parle de sa gardienne. Qu'elle se regarde de l'intérieur, qu'elle touche et caresse mon cœur. Qu'elle voit ma tendresse et qu'elle contacte la sienne au lieu de papillonner et de courir dans tous les sens. Je voudrais qu'elle prenne le temps de voir ce qui nous unit. Demande-lui quel sens elle donne à sa vie. Elle se perd et elle s'affaire sans jamais s'arrêter. Elle veut tout contrôler pour ne pas déraper. Mais qu'elle sauve notre relation et qu'elle savoure le plaisir d'être ensemble. C'est pas compliqué. Entre autres, voilà. Et donc, au final, j'apprends effectivement que sa gardienne est une jeune femme assez stressée qui travaille beaucoup et qui a du mal à se projeter dans son avenir. Elle a aussi, en miroir avec l'animal, des difficultés relationnelles avec ses parents, c'est pas encore clair, et c'est une personne qui se cherche. Et Robinson, lui, le cheval, ne sait plus il sait plus à quoi il sert. Et il se sent en fait abandonné, parce qu'il est passé d'une activité récurrente avec sa cavalière à plus rien. Et puis, quand il la voit, c'est une personne qui court, c'est une personne stressée, c'est une personne qui essaye de tout contrôler, de tout gérer. Donc, pour ce cheval, sa mission n'est pas bien définie, et puis il a besoin de cadre et de soutien. Il a besoin de savoir pourquoi il est là auprès de sa gardienne. Et en fait, il m'explique que ces coliques, ce ne sont pas les siennes, ce sont vraiment celles de sa gardienne. Et sa gardienne avait aussi des problèmes digestifs. D'ailleurs, elle a aussi un chien qui ne mangeait plus dans une période où elle était anorexique. Donc la communication aura servi au cheval à s'exprimer et à vider son sac, et ça lui a fait du bien. Et puis ça a permis aussi à la gardienne d'entamer un travail personnel pour mieux comprendre qui elle était, se poser et gagner en maturité. Et son cheval n'a plus jamais refait de colique. C'était il y a 2 ans maintenant. Donc là, on est dans quelque chose d'assez caricatural, de très courant, mais parfois la maladie de l'animal vient témoigner de quelque chose de plus subtil chez l'humain. Et ce n'est pas toujours simple à percevoir ou à comprendre sans l'interroger directement. Là, pour le cheval, à la limite, je dirais, on n'avait pas besoin d'une communication pour savoir tout ça. Je pense qu'elle-même, elle aurait pu faire le lien. Là, c'est Lisette, une petite chatte asthmatique qui a parfois du mal à respirer et qui subit des quintes de toux récurrentes depuis plusieurs années. Je l'interroge donc pour savoir comment elle se sent dans son corps et puis si elle connaît l'origine de ce problème. Et voici sa réponse. J'exprime le non exprimé. Je soulage ma gardienne de ses mots, M-O-T-S, M-A-U-X, cachés. C'est une manière comme une autre de la soutenir et de la nettoyer. Je suis parfaitement en accord avec cela. J'extériorise à sa place. Muriel est dans l'écoute de l'autre, mais pas suffisamment à l'écoute d'elle-même. Elle étouffe parfois et ne s'autorise pas à exprimer ses besoins. Sorte de sacrifice et dévouement programmé dès sa naissance. Avec une mère fragile, Muriel s'est sentie responsable des adultes, alors même qu'elle était une enfant. On ne lui a pas appris et elle ne s'est pas autorisée à respirer et cultiver une liberté intérieure. Aucune possibilité pour elle d'expérimenter l'insouciance de l'enfance. Elle ne doit pas s'inquiéter pour moi, je fais mon travail. Si elle veut que je guérisse, qu'elle cesse les compromis avec son entourage, qu'elle apprenne à dire non et qu'elle revienne à sa propre respiration. Qu'elle applique pour elle tous les bons conseils qu'elle donne aux autres. En fait, Muriel a eu une enfance complexe, c'est ce qu'elle m'a dit après.
en effet, laissant peu de place à l'insouciance, et aujourd'hui, elle s'occupe des autres sans trop penser à elle-même, elle est prof de yoga. Voilà, la chatte, du coup, n'a pas refait, enfin, son problème est passé, mais par contre, la gardienne a pris conscience de ce qu'il fallait qu'elle change autour d'elle et dans sa vie. Donc, en fait, Lisette invitait sa gardienne à respirer et prendre soin d'elle avant de prendre soin des autres. Alors là, attention, la chatte était d'accord avec cette mission-là, mais comme je vous l'ai dit, les animaux ne le sont pas toujours. C'est que des fois, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, je finirai par un troisième témoignage, puis après, je parlerai d'une fin de vie. Là, c'est une petite chienne, Perle. La propriétaire de la chienne paniquait à l'idée de perdre sa chienne d'un cancer qui venait juste d'être détecté. Et comme d'habitude, je reçois la photographie et on me dit que le foyer est composé d'un couple avec 2 enfants. Voilà, rien de plus. Tout ça toujours à distance et je reçois donc les informations par Internet. Donc j'ai la photo de l'animal et puis ce que je viens de vous expliquer. Et la chienne me dit « Pas de panique, tout va bien, croyez en la vie et je serai guérie. » Eh bien, je pourrais m'arrêter là. La suite est intéressante, mais je trouve que l'essentiel est dit. Mais voilà ce qu'elle me dit. « Je porte le poids de l'inquiétude de ma gardienne, me dit-elle. Puis, elle s'adresse à la famille. « Regardez-moi vivre et sourire, et souriez à votre tour. Tout cela n'est rien. C'est juste là pour rappeler la fragilité fugace de l'instant présent. N'alimentez pas le passé et cette inquiétude de l'avenir. Goûtez et percevez avec plus de finesse ce qui vous entoure au lieu de vous recroqueviller sur vous-même. Voyez combien la vie est belle malgré l'impermanence. Arrêtez de croire au malheur. La guérison, pour moi, tient à cela. C'est le foyer tout entier qui doit s'ouvrir à la vie. Céline a peur de perdre ce qu'elle a, alors elle nous protège et nous enferme. Elle doit s'alléger de ses souvenirs et je suis là pour lui montrer que la mort n'est pas une fin en soi et qu'elle n'est pas nécessairement une résultante de la maladie. Focaliser sur la guérison, trouver des solutions et cumuler les thérapeutes, c'est nourrir la tumeur. Il faut s'extraire de tout cela. Ils sont attachés à moi car j'apporte la joie et la légèreté dans un foyer qui porte sa croix. Je suis leur bouteille d'oxygène. Mais je lui demande de protéger sans étouffer et laisser l'autre libre de ses choix. Je veux leur montrer la voie, le chemin et l'opportunité d'ouvrir leur cœur à l'infini, voire plus grand, élargir leur horizon. La gardienne m'expliqua, au retour de cette communication, qu'elle avait perdu sa sœur jumelle quelques années plus tôt et que c'est elle qui avait élevé le fils de sa sœur, qu'il avait quitté le foyer pour faire ses études et que maintenant sa fille, la dernière, prenait le même chemin de l'émancipation. Voir partir le fils de sa sœur, c'était pour elle déjà très difficile, car il la reliait à sa sœur jumelle. Voir partir sa fille faire ses études, c'était difficile, et voir éventuellement se projeter dans la mort de son animal, c'était juste insoutenable. La tumeur de Perle cristallisait ce chagrin, tout simplement. Ça, je ne lui ai pas dit, mais cette tumeur, elle s'est mise en place, voilà, petit à petit, parce que la chienne a vraiment porté cette dame-là. Et pour guérir, finalement, elle expliquait, la chienne, qu'il ne fallait qu'une seule chose, avoir le désir de vivre et accepter le départ de la sœur jumelle. Vous voyez combien l'animal est conscient de ce qui se passe pour nous et pour lui. Enfin, je vais terminer sur la fin de vie avec quelque chose de très gai.
Donc j'aime beaucoup accompagner les animaux et leurs gardiens dans ce passage qui peut être effectivement douloureux, mais ô combien merveilleux, quand il en émerge pour tout le monde, enfin il en émerge pour tout le monde dans ces moments-là des prises de conscience et de guérison. Et là, je parle de guérison d'âme. Les animaux en fin de vie sont au summum de leur bonté et de leur conscience, et jusqu'à leur dernier souffle. Il nous enseigne et nous transmet la beauté de la vie. Je m'étais prise d'affection donc pour ce chien, et ses gardiens étaient des clients, puis se sont devenus, sa gardienne est devenue une stagiaire, puis par la force des choses, une amie. Et ce chien, c'était un sacré baroudeur qui n'avait pas froid aux yeux et qui aimait ralentir la circulation en déambulant sur les nationales, simplement pour perturber l'ordre établi. Et ça, c'était son kiff. Excusez-moi l'expression, mais il avait aussi un franc-parler et j'adorais rentrer en relation avec lui parce qu'il ne mâchait pas ses mots, quoi. C'était vraiment comme un chien de la rue qui se délectait de se vautrer dans des canapés. Enfin, il avait un tempérament incroyable. Et en fait, il voulait aussi montrer à ses gardiens la voie de la confiance et du lâcher-prise. Et donc, j'ai eu le privilège et le plaisir de le garder de temps en temps, lorsque ses gardiens partaient en vacances notamment. Alors, il n'était plus très jeune, mais quand même, il aimait bien me suivre à l'écurie et assister à mes communications pendant les stages, à mes soins, etc., avec les animaux. Et un jour, par contre, ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas vu, il était donc dans sa famille, et il vient me voir en rêve pour me prévenir de son départ. Il voulait que je vienne lui dire au revoir et prévenir ses gardiens. Il avait une tumeur à la rate, il était fatigué, mais paraissait serein et même plutôt joyeux. Se posait quand même la question de l'euthanasie pour lui éviter de souffrir, voire peut-être même d'autres soins, des soins palliatifs. Bon. Et évidemment, c'était bien compliqué pour les gardiens, ce passage-là. Quelle décision prendre, quoi faire? Donc ils se sentaient un peu démunis, tristes évidemment, ne sachant trop comment gérer la situation. Eh bien, la veille de mon arrivée chez lui, il me dit ceci. Mon corps fatigué contraste avec mon élan vital. Je ne veux pas qu'on m'oublie et ma présence sera toujours bien perceptible, c'est comme la vieille branche qui reste sur l'arbre. Je lui demande toutefois s'il veut être soigné, opéré, euthanasié, etc. Et là, il me dit qu'il ne souhaite pas être touché dans son intégrité, qu'il veut garder jusqu'au bout la liberté de choisir. Oui, alors je lui demande s'il veut être soigné, opéré, euthanasié, mais il me dit qu'il ne souhaite pas être touché dans son intégrité et qu'il veut garder jusqu'au bout la liberté de choisir. Alors, et il me dit encore, pourquoi ne pas accepter la vie sous tous ses aspects? La maladie, la souffrance et le vieillissement en font partie. Pourquoi ne pas expérimenter cela comme tout le reste? Je n'ai jamais eu peur de rien et j'ai toujours eu envie d'aller jusqu'au bout de ce que la vie me propose. Apprenez à transcender la douleur et à la regarder en face. Cette douleur est un exutoire, un moyen d'arriver neuf et nettoyé sur l'autre rive. Laissez-nous expérimenter jusqu'au bout la vie sans en avoir peur. Accompagnez l'être vieillissant vers l'amour, la confiance et la lumière, et il renaîtra. Je me sens partir, c'est indéniable, mais ai-je l'air de souffrir? Laissez-moi libre de choisir le moment pour traverser le pont jusqu'à l'autre rive. Cessez de toujours tout vouloir contrôler. Intégrez vos peurs au lieu de les nourrir et transmutez-les. Allez jusqu'au bout du chemin pour découvrir ce qu'il nous réserve. Alors, là, c'est le cas de figure d'un animal qui ne souhaite pas être euthanasié. Et je ne veux pas qu'on le généralise non plus. Il y a des animaux qui en font la demande. Il y a des animaux aussi qui ont besoin de partir depuis longtemps et qui s'accrochent et qui s'accrochent et qui s'accrochent parce qu'ils savent que le gardien n'est pas prêt. Mais pour eux, c'est une grande souffrance. Encore là, cette semaine, j'ai eu un chien qui s'est accroché pendant 1 an avec une tumeur
mais là, il me disait, je suis fatigué, il faut vraiment que tu aides mon gardien à accepter mon départ, j'ai envie de partir. Et là, lui avait ce désir d'être accompagné. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, de nombreux animaux m'ont expliqué aussi qu'une douleur violente, une douleur extrême, leur permettait d'arriver dans un autre monde comme purifiés. Donc, je ne porte... voilà, il convient de rester prudent par rapport à ce sujet. Alors, il est mort 2 jours plus tard, naturellement. Il est mort selon son désir et il est parti avec le sourire, chez lui, entouré de ses gardiens, dans la lumière. Et il m'avait demandé de lui promettre de travailler avec lui quand j'animerai mon stage sur la fin de vie, la mort et l'après-vie. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé ce stage avec lui et avec ma jument décédée. Et on a beaucoup ri. C'est un chien philosophe, curieux, et lorsque je l'ai interrogé quelques mois après sa mort, sa phrase a été celle-là, « Eh bien, moi qui aime explorer, là, je suis servi. » Et quand mes stagiaires se sont connectés à l'esprit de Buzz, eh bien, alors, dans un processus, dans un protocole établi, etc., ils se sont connectés à Buzz avant son départ et après son départ. Et donc, chacun était sidéré de leur ressenti commun et de toutes ces informations qui venaient les éclairer sur ce passage vers l'au-delà. Et sa présence dans le lieu où on faisait le stage était tout à fait palpable et tout le monde ressentait son énergie. Et le stage, en fait, était vraiment joyeux, apaisant, même si émotionnellement c'est très, très fort. Voilà, c'était très beau. Donc il va bien là où il est aujourd'hui. Donc en conclusion, eh bien, il ne faut pas faire une généralité, bien entendu, mais la maladie de l'animal, elle est quand même très souvent en résonance avec le gardien. Et si l'humain prend soin de lui, eh bien, il allégera considérablement son animal. Et les animaux me disent très souvent « Mais moi, je vais bien, c'est mon gardien qu'il faut soigner. » Ils savent aussi ce qui est bon pour eux, et très souvent, ils sont à même de me dire quelle plante faciliterait leur guérison. Ceci étant, moi je préfère quand même inviter les gens à aller chez un vétérinaire, mais en règle générale aussi, ça je peux le généraliser, les animaux n'aiment pas la chimie et préfèrent de loin une médecine douce et alternative. Je vais laisser donc le docteur Crécy et puis Éléonore Bienfait de vous parler justement de cas cliniques. Et puis je vous remercie de votre écoute et nous répondrons à toutes vos questions à la fin. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop longue, j'essaie de condenser, mais c'est très difficile. Alors ce soir, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'ostéopathie parce que je pense que c'est une démarche qui est connue de tous aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de ma pratique qui est un petit peu particulière parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai une pratique énergétique depuis une douzaine d'années avec Monsieur Lévy qui est présent dans la salle. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs de lui poser des questions également à la fin de la conférence, n'hésitez pas. Alors, M. Lévy a créé sa propre démarche qu'il a appelée la pranalogie. Succinctement, c'est une démarche qui consiste à réharmoniser les différents corps, donc le corps physique, et pour l'animal, le corps éthérique et le corps astral, qu'on peut appeler l'aura. Donc c'est une démarche qui consiste à réharmoniser ces différents corps par la transmutation des énergies qui les perturbent. Voilà, succinctement, on peut condenser ça comme ça. Alors cela peut aller d'une déprogrammation d'un choc physique, par exemple, quand il y a eu un accident ou un traumatisme physique de l'animal. Ça peut consister également à faire un travail sur les mémoires traumatiques au moment de la naissance ou in utero.
et qui peuvent générer des pathologies ostéopathiques de l'ordre, par exemple, d'une mauvaise occlusion dentaire avec des problèmes de prognathies, rétrognathie. Mais ça peut consister aussi à un décodage émotionnel qui peuvent être à l'origine d'une baisse de morale, d'une baisse de tonus de l'état général ou de pathologies physiques, donc viscérales ou ostéo. Donc, ma démarche est vraiment complémentaire avec la démarche de Peggy en communication animale et complémentaire également avec l'acupuncture et la phytothérapie que développera Madame Crissy. Alors, puisque Peggy m'a invité ce soir à m'exprimer sur ce vaste sujet qui est la conscience animale, je vais aborder quelques points qui ont pu se clarifier pour moi au cours de mes années de pratique auprès des animaux. Mais évidemment, c'est des points de vue qui restent complètement subjectifs, puisque dans ce domaine-là, je pense que personne... Tu m'entends pas? Ok. Dans ce domaine-là, je pense que personne ne peut dire qu'il détient la vérité. Alors, le premier point que je voulais aborder, c'est celui que la conscience que l'animal peut avoir de son propre corps, d'un handicap, d'une maladie et de la douleur. Alors, pour moi, l'animal, il n'est pas dans une construction mentale qui est vraiment propre à l'humain. Il ne va pas élaborer des stratégies, faire des plans. Il n'est pas dans une projection dans le temps, dans le passé ou dans le futur. Il ne va pas se dire je vais être handicapé, je vais être amoindri, j'arriverai plus à faire ceci ou faire cela. Ça, c'est vraiment propre à notre condition d'humain. Par contre, il a conscience de son corps à l'instant T. Et il va faire au mieux avec ce qu'il est, maintenant, avec ce que son corps lui permet de vivre. Donc il n'est pas dans le souvenir d'avant, de ce qu'il a pu être, de tout ce qu'il ne pourra plus faire. Il vit vraiment l'instant. Voilà. Il a juste, par contre, à gérer la réalité, qui est la douleur. Donc d'ailleurs, dont l'intensité peut différer d'un individu à l'autre, de même titre que l'humain. Et moi, je ne pense pas qu'un animal puisse simuler une douleur. Voilà, ça c'est pour moi, c'est propre à l'humain. Après, il peut y avoir des mémoires, ça c'est encore autre chose, mais un animal qui manifeste une douleur, c'est son seuil de douleur à lui. Par contre, l'élaboration d'un protocole pour la convalescence d'un animal qui est malade ou qui a été blessé, pour sa guérison, ça va être le propre de l'humain. Donc moi, en tant qu'ostéopathe, par exemple, je peux être amenée à mettre en place des protocoles de convalescence pour des animaux qui sont venus me voir. Mais le chien, en parlant du chien par exemple, le chien il ne va pas se dire il faut que je reste calme pendant une dizaine de jours parce que comme ça je vais bien guérir et je n'aurai pas de pathologie chronique après. Lui, il n'est pas du tout dans cette conception-là. Mais en tant qu'humain, en tant que gardien, en tant que thérapeute, c'est notre rôle de lui apporter un contexte qui va lui permettre la meilleure guérison possible. Tout ce qui est tendinite, par exemple, tout ce qui est entorse, nécessite un temps de repos qui est indispensable si on veut que les tissus cicatrisent de façon sainement et qu'il n'y ait pas de conséquences à long terme et que ça n'aboutisse pas à des pathologies qui deviennent chroniques et dont l'animal gardera des traces à vie. Donc, ça, c'est vraiment à nous, en tant que gardiens et thérapeutes, à mettre en place autour de l'animal.
Alors bien souvent, c'est une phase qui est difficile pour les gardiens parce que l'animal, même s'il est sur 3 pattes, il arrive à bouger et il veut sortir et il veut aller jouer. Donc c'est un moment qui peut être un petit peu difficile pour les gardiens parce qu'il peut y avoir une culpabilité qui s'installe en se disant j'interdis mon chien de vivre, il est malheureux. Mais dites-vous que cette culpabilité, si vous la ressentez en même temps que vous demandez à votre chien de rester, par exemple, dans un espace restreint, en lui imposant cela, le chien, il va capter un décalage, en fait, entre ce que vous ressentez, un malaise, une culpabilité, et ce que vous lui demandez. Donc, pour l'aider, le gardien, c'est important qu'il puisse arriver à être vraiment en phase émotionnellement avec ce qu'il va demander à son chien et être avec ce qu'il ressent intérieurement et ce qu'il va demander à son chien. Donc, assumer ses actes, assumer son positionnement par rapport à nos animaux, ses prises de décision par rapport à une situation et à un contexte donné. Ça va permettre à l'animal vraiment de mieux vivre ces moments. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est les incompréhensions que l'on peut générer en tant que gardien chez l'animal à cause de certains de nos comportements qui sont vraiment bien humains. Alors pour essayer d'exprimer cela, je vais vous parler d'un cas. Donc c'est une jeune femme qui est venue me voir pour son petit chien Shetland avec lequel elle fait de l'agility. Et en me disant mon chien ne veut plus avancer, il ne veut plus sauter, il ne veut plus aller sur le parcours d'agility, je pense qu'il a mal quelque part. Et donc dans mon ressenti, je trouve l'aura de ce chien qui est très perturbé et presque phagocyté, hein, c'est le mot que j'ai trouvé, par la trame de l'agility et par les énergies de sa gardienne. Et en discutant un petit peu avec la gardienne, je me rends compte en fait que c'est une dame qui a des attentes énormes. Elle fait de la compétition et elle a des attentes énormes avec son chien dans la pratique de l'agility. Et elle fait des entraînements à répétition, elle surentraîne son chien. Mais le chien, pour lui, l'agility, c'est un jeu. Voilà. Et il ne peut pas comprendre l'enjeu qu'il y a derrière la compétition. Ça, c'est vraiment, vraiment des concepts qui sont propres à l'humain. Et donc, la gardienne n'est plus du tout sur la vibration du jeu avec son chien. Et le chien, il ne connaît pas ça. Il ne sait pas comment l'interpréter. Donc, il se gèle, hein, il se fige et il s'immobilise. Il y a vraiment une incompréhension. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est que cette jeune femme qui veut vraiment que son chien veut que son chien soit heureux, elle ne gronde pas son chien quand il ne fait pas ça. Elle lui dit c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois, je t'aime quand même, c'est pas grave, voilà. Et elle dit ça à son chien et en même temps, quand elle m'explique cela, moi je sens vraiment un sentiment profond, une déception. Un sentiment d'échec énorme et qui l'amène même à en pleurer hein, quand elle me parle de ça. Donc, tout ça pour dire que ce décalage, en fait, que la gardienne, encore une fois, ce décalage que la gardienne montre à cette façade que la gardienne montre à son petit chien, le chien, il sent... L'animal, il capte l'émotion
qu'on vit, l'émotion qu'on ressent sur le moment. Donc le chien, il capte cette émotion de déception, de sentiment d'échec, et les animaux, ils sont très mal à l'aise avec cette forme d'hypocrisie, excusez-moi, le mot est peut-être un petit peu fort, mais avec ce manque d'honnêteté, en fait. L'animal, il préfère qu'on lui dise qu'on est triste ou qu'on est déçu, et qu'on soit en phase avec ce qu'on est dans notre émotionnel et dans notre corps au moment où on s'adresse à lui. Sinon, ça crée une incompréhension et un malaise. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Un autre cas encore pour illustrer ce point-là, très rapidement, c'est celui d'un chien dont il est question de castration ou pas au sein du foyer. Donc c'est un chien qui est encore jeune et dont les testicules ne sont pas encore descendus. Dans le couple, le mari ne veut pas castrer le chien et la femme souhaite vivre avec un chien castré. Donc ça, c'est souvent des problématiques qu'on retrouve au sein de foyers. Et ça, effectivement, ça crée... Alors, c'est important de se poser des questions, mais c'est important à un moment donné de prendre vraiment une décision et d'assumer ces décisions. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de mauvaise décision. Il faut qu'à un moment donné, quand on choisit une option pour son animal, on l'assume et qu'on aille au bout de cela. Parce que si on reste dans... si on fait perdurer un conflit autour de cette question-là, notamment pour cet exemple-là, les pensées, le conflit, tout est énergie. Les pensées, les émotions sont des énergies. Et l'animal, il capte, c'est quelque chose qu'il capte, parce qu'il n'a pas de filtre et il est entier par rapport à ça. Donc là, moi, ce chien, ils me l'ont amené par rapport à ce problème de testicules qui n'était pas descendu. Je sens au niveau énergétique, au niveau vibratoire, une charge très, très lourde au niveau des testicules. Donc c'est comme ça que j'ai découvert que les deux gardiens n'étaient pas du tout en phase avec ça. Donc tout ça pour résumer, voilà que c'est important de ne pas être dans la culpabilité, mais à un moment donné de vraiment assumer ses positionnements et ses choix pour nos animaux. Parce que tout est énergie et qu'un doute, une culpabilité, un désaccord, ça peut, au niveau vibratoire, ça peut ne pas être sans conséquence. Alors il y a un autre point que j'aurais aimé aborder aussi, c'est parler un petit peu des lois vibratoires, la communication subtile, qui c'est pas le même plan que la matière. Donc les énergies ont vraiment leurs propres lois. Donc dans un premier temps, je voulais vous parler de la communication subtile émotionnelle. Alors pour illustrer ce point, j'ai eu le cas d'une chienne que j'ai pu traiter en ostéopathie et dont je trouvais la thyroïde très chargée et bloquée au niveau des énergies. Donc en discutant avec la gardienne me dit ma chienne est gardée pendant la journée par ma maman qui elle-même souffre d'un problème de thyroïde depuis plusieurs années et elle est sous traitement lourd. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est très fréquent, très récurrent. C'est pas la faute de l'humain. C'est pas l'humain qui contamine l'animal. C'est pas l'animal qui prend le mal de l'humain. Pour moi, c'est vraiment une loi vibratoire. Les organes, ils communiquent entre eux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand j'étais plus jeune et que je partais en vacances, parce que pour les humains, ça fonctionne de la même façon, quand je partais en vacances avec mes sœurs et mes cousines, on passait 2 mois ensemble et on avait sur ces 2 mois systématiquement nos cycles menstruels qui s'alignaient, qui commençaient le même jour, qui finissaient le même jour. C'est
Tu veux le mettre un peu plus haut? Ouais. Voilà, pour illustrer encore ce cas, pour illustrer encore ce point, un autre cas dont je voulais vous parler, celui d'une gardienne qui m'amène sa chienne pour une boiterie inexpliquée. C'est une petite chienne qui vit tout le temps avec sa gardienne, et la gardienne n'a pas vu de traumatisme, elle n'a pas vu tomber, elle n'a pas vu, il ne s'est rien passé de particulier qui puisse générer une boiterie à cause d'un traumatisme. Et donc moi, cette petite chienne, je la travaille au niveau des cervicales. Donc je sens vraiment une cervicalgie avec un muscle brachiocéphalique, des muscles trapèzes très tendus à droite. Et à la fin de la séance, la gardienne me dit, en fait, je souffre de cervicalgie depuis plusieurs semaines également. Donc c'est un cas parmi beaucoup. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est important d'accepter que les chiens, je parle des animaux en général, mais les chiens vivent vraiment au sein du foyer, donc ils sont vraiment intimement proches de leur gardien. Accepter que les chiens vivent avec nous nos hauts et nos bas, et accepter les manifestations physiques que ça peut générer. Voilà, et éviter de se focaliser seulement sur le chien et voir l'unité, l'entité foyer qui est importante, parce qu'il y a des périodes dans un foyer, il y a des périodes de deuil, il y a des périodes de séparation, il y a des périodes de déménagement, il y a des périodes difficiles et joyeuses, et l'animal, il vit complètement ces phases-là avec nous. Donc, par contre, quand la phase est passée, que ça s'apaise, que chaque membre du foyer se sent mieux, le chien, il ira mieux aussi. Il va s'aligner, il va se réharmoniser, et c'est important d'en avoir conscience pour accepter ça, parce que c'est inévitable, c'est une loi, c'est une loi de l'invisible. Voilà. Donc il y a dans les lois aussi du vibratoire, il y a aussi la communication inconsciente de corps à corps, donc de physique à physique. Alors ça, c'est plus quelque chose qu'on peut observer avec les chevaux, parce que les chevaux sont montés par les cavaliers, par les gardiens. Et l'équitation, c'est une pratique qui demande au cavalier une symétrie dans son corps physique. Et vraiment très rares sont les cavaliers qui sont conscients de leur propre déséquilibre corporel. Donc c'est très fréquent de trouver des cavaliers qui vont par exemple tomber légèrement plus à droite ou plus à gauche dans leur selle, avec une épaule qui va être légèrement un peu plus devant ou légèrement un petit peu plus basse. Ça, c'est vraiment très fréquent. Et ce déséquilibre du cavalier, ça va induire une attitude adaptative et donc une locomotion bien spécifique du cheval lorsqu'il est monté. C'est fréquent qu'on m'appelle pour des problèmes de raideur, par exemple dans l'incurvation à droite ou dans l'incurvation à gauche, dans le travail du cheval, alors qu'avec une correction du cavalier et de sa posture, on arriverait à avoir un travail naturellement beaucoup plus symétrique du cheval. Donc ça, c'est une chose. Et vice-versa, un cheval qui va être nettement plus droitier ou nettement plus gaucher à cause de compensation ostéo ou autre, il va avoir tendance à guider le corps du cavalier, qui n'en a pas conscience, dans une attitude qui va aller dans le sens de sa facilité, là où sa locomotion va être la plus confortable. Et ça va renforcer son asymétrie dans le travail, et ça pourra générer à long terme des pathologies ostéo. Donc il n'est pas rare également de trouver chez le cheval des pathologies vertébrales ou ostéopathiques diverses, répétitives, que le cavalier y connaît également dans son propre corps. Ça, c'est très fréquent aussi. Donc c'est important que le cavalier il ne se focalise pas que sur son cheval et qu'il prenne soin aussi de son corps
Et c'est comme ça qu'il y a des cavaliers qui envisagent des suivis ostéopathiques en même temps, qui font venir des ostéopathes pour leurs chevaux. Donc ça, c'est intéressant. Et comme on sait que le corps est lié aux émotions, on peut trouver également des pathologies récidivantes et chroniques chez l'animal, en dehors des traumatismes ou des chocs physiques, évidemment. Et c'est là où une ostéopathie vraiment structurelle et plus classique va trouver ses limites, parce que à chaque visite, par exemple annuelle, on va retrouver les mêmes choses. Donc c'est là où une communication animale ou une approche qui va être plus énergétique sur le travail du corps émotionnel peut être intéressante pour arriver à mettre le doigt sur ce qui est à l'origine et pour déprogrammer. Voilà. Alors je voulais terminer un petit peu mon intervention par un aspect qui va être un petit peu plus ésotérique. Donc ça pourra peut-être vous paraître un peu abstrait, mais c'est une notion qui a résonné vraiment très fort en moi et qui a résonné avec mon propre ressenti de l'animal domestiqué. L'animal, à l'état sauvage, il a une aura qui va être connectée plutôt à ce qu'on peut appeler une âme groupe, une âme de groupe, une âme collective à l'espèce. Donc ça, c'est pour les animaux sauvages. Au contact de l'homme, l'animal, l'aura de l'animal va avoir tendance à essayer de se connecter à l'espèce humaine. Donc il y a une espèce de perte d'identité, une espèce de perte d'autonomie vibratoire, parce que quand l'animal il est connecté à son essence, il est autonome. Les énergies elles circulent, il y a un aller-retour. Quand cette connexion est perdue, il y a un déséquilibre qui s'opère. Alors, il y a au contact de l'humain, l'animal, il a accès aussi à d'autres dimensions. Donc, ça peut enrichir vraiment énormément sur certains points, l'animal, mais en même temps, ça le met dans un déséquilibre identitaire. Et ça, c'est très important aussi. Et je voulais conclure mon intervention là-dessus parce que par rapport à cela, je trouve qu'en tant que gardien, quand on s'engage avec un animal, quand on s'engage, parce que c'est vraiment un engagement qu'il faut avoir, on a une très grande responsabilité envers nos animaux. Voilà. Parce que ils sont entre deux mondes. Donc ils ont besoin de nous, on est leur référent. Ils découvrent notre monde et donc c'est ce qui peut expliquer aussi tout ce que Peggy a pu décrire et ce que j'ai pu décrire. C'est ce besoin d'être fusionnel avec nous, ce besoin d'être en empathie totale et de faire vraiment partie de nous. C'est aussi parce qu'ils cherchent quelque part, ils cherchent à une nouvelle identification. Et voilà, et donc je voulais conclure là-dessus, sur le fait qu'on a une très très grande responsabilité envers eux, et déjà d'en prendre conscience, c'est vraiment un premier pas. Voilà. Super. Merci. Moi, je pratique, ça fait depuis 1992 que je suis vétérinaire, et je pratique encore la médecine vétérinaire allopathique avec l'utilisation d'antibiotiques et anti-inflammatoires, comme la plupart de mes confrères. Et puis, il y a 2 ans,
voilà, j'ai eu envie de me renouveler, et c'est vrai qu'il y a cet essor des médecines naturelles, et donc j'ai eu envie d'apprendre. Donc je suis allé me former auprès de la VTAO, et ça m'a passionné, et donc voilà, j'ai suivi une formation en phytothérapie et acupuncture. Donc c'est vrai que ce soir je ne vais pas vous expliquer tous les composants de la phytothérapie et toutes ces thérapies. Il faut faire attention. Voilà. Moi, ce que je vois en tant que vétérinaire, c'est que beaucoup de gens, de personnes, de propriétaires d'animaux, et même sur les enfants, pensent que les plantes ne sont pas dangereuses. Et tout le monde utilise surtout l'aromathérapie et dans les huiles essentielles comme si c'était du petit lait. Donc on met une goutte, on met une cuillère, voilà, on l'utilise pas souvent à bon escient. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont très toxiques, voire létales, surtout chez le chat. Donc voilà, ce n'est pas ce soir que je vais vous expliquer comment utiliser les huiles essentielles, mais je vous conseille vivement de ne pas faire l'apprenti sorcier sur vos animaux avec les huiles essentielles ou certaines plantes. Donc allez tous, voilà, allez voir une personne qui s'est formée et qui va savoir donner une thérapie adéquate si vous voulez soigner votre animal avec les plantes. Il n'y a pas que les huiles essentielles. Nous avons des extraits de plantes standardisées, il y a des bourgeons ou phytoembryothérapie, il y a les fleurs de bac. Donc à chaque pathologie, on peut associer ou utiliser différentes plantes. Donc voilà, disons que la phytothérapie peut être utilisée surtout comme ou en prévention, ou sur des pathologies chroniques pour aider l'animal, mais on peut les utiliser très bien en association avec l'allothérapie. Il ne faut pas oublier l'allothérapie, qui pour certaines pathologies sera essentielle. Mais sur une pathologie chronique, on peut par exemple baisser, voire enlever l'utilisation de la cortisone en utilisant une plante, ou plusieurs, ou une association de plantes. D'accord? Donc ce n'est pas la phytothérapie ou l'acupuncture ne guérira pas tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut associer, ils le font en humaine, associer une thérapie allopathique avec une thérapie naturelle. C'est vrai que certains animaux, ou dans certains cas, j'ai utilisé, après avoir utilisé une thérapie en médecine traditionnelle, j'ai utilisé les plantes ou l'acupuncture. Et c'est vrai que dans certains cas, j'ai proposé au propriétaire une communication animale où l'animal a déclaré d'être, content, c'est un bien grand mot, mais de préférer, parce que l'action est plus douce des plantes plutôt qu'une molécule chimique. Mais ceci dit, c'est un cas parmi tant d'autres, ce n'est pas une généralité. Voilà. Donc, c'est vrai que pour des problèmes de comportement, surtout des problèmes de comportement émotionnel, ce n'est pas des problèmes d'éducation, que le chien n'obéit pas au propriétaire, mais où il y a un problème d'émotion, d'agressivité ou de comportement exagéré ou dévié, c'est vrai que souvent, je propose aux propriétaires des fleurs de bac comme thérapie, et je propose aussi, pourquoi pas, si le propriétaire est ouvert, d'effectuer une communication animale intuitive. Et souvent, c'est vrai que les clients en sont contents et on a résolu grande part du problème. Voilà. Donc moi, les cas, c'est vrai qu'on pourrait discuter à l'infini et avoir des heures sur la phyto, etc. Si vous avez des questions, je peux vous répondre à la fin. Je vous ai amené quelques cas où j'ai soigné ces animaux de façon naturelle. D'accord? Alors, les diapositives sont un peu hard. Donc, les âmes sensibles, voilà, j'espère ne pas vous choquer, mais en fait, c'est des cas qui nous arrivent à la clinique.
Donc là, c'est une petite chatte. Le propriétaire a mis par erreur une pipette anti-puce, anti-tique, qui était pour chien. Il n'a pas fait exprès, c'est des erreurs qui peuvent arriver. Et cette petite chatte, bon, d'abord on l'a soignée de façon traditionnelle en allopathie pour son intoxication à la permétrine. Et malheureusement, elle a développé toute une nécrose de la part de la tête, sur la tête, de zones cutanées. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et donc, vous voyez, il manque vraiment voilà, toute cette zone cutanée au niveau du crâne. Et on a commencé donc une thérapie antibiotique, il ne faut pas l'oublier, mais toute la guérison par deuxième intention a été faite uniquement avec du miel et des huiles essentielles. Donc en 1 mois et demi, 2 mois, voilà, vous avez la progression sur les diapositives des lésions. Et la dernière diapositive a été faite sur un miroir, donc c'est l'oreille gauche qui était touchée, mais voilà, vous voyez que l'œil droit ne sont plus symétriques, on a une petite cicatrice sur l'œil droit. Sur l'œil gauche, pardon. Et donc, voilà, avec la repousse du poil, la propriétaire a été patiente, mais elle voulait partir sur du naturel. Donc, voilà, parce que les huiles essentielles, certaines huiles essentielles ont une action antibactérienne, d'autres ont une action sur les tissus nécrosés. Et donc, voilà, là, ça a été un résultat, je dirais, assez positif. Alors, la deuxième chienne, c'est une chienne qui est toujours en thérapie, enfin, maintenant, parce que la thérapie lui convient au point de vue aussi émotionnel. Donc, c'est une Westie. Souvent, cette race de chiens ont des problèmes cutanés. Et elle avait cette dermatite chronique qu'on a soignée pendant 2 ans avec un peu toutes les thérapies qu'on a à notre disposition en allopathie. On a commencé par des antibiotiques et puis d'autres types de thérapies. Et on n'avait que des récidives. La chienne allait mieux et après il y avait une rechute. Et donc, voilà, on a tenté, on a dit, bon, ben, on va essayer avec la phytothérapie et l'acupuncture, vu que toutes les thérapies précédentes ne fonctionnaient pas. Donc on a commencé avec un drainage de foie, parce que la plupart du temps, enfin, ce qu'il faut dire, c'est qu'en phytothérapie, on ne considère pas l'organe en soi qui est touché. En médecine vétérinaire classique, ou même chez nous, quand on va chez le médecin, tu as mal à l'estomac, on va te donner uniquement des médicaments pour l'estomac. En phytothérapie ou en acupuncture, on considère l'organisme dans son ensemble. Donc dans ce cas-là, la première chose qu'on a faite, cette chienne avait une peau qui suintait, qui avait une odeur très forte, très âcre. Donc la première chose qu'on a fait, c'est un drainage du foie et aussi on a donné des plantes qui agissent sur l'organisme pour renforcer l'immunité cutanée et pour drainer toutes cette odeur et ces lésions qu'il y avait au niveau cutané. Et on a traité en acupuncture pour refaire circuler l'énergie. Donc là, vous avez une photo qui a été faite en février 2018. Et la diapositive suivante. Voilà. Et ça, c'est 2 mois après. Donc même si vous regardez, on reprend regardez le regard de la chienne 2 mois précédemment. Voilà. Le chien, une pathologie chronique, et on le voit souvent, quand un animal a une pathologie chronique, le regard, c'est la tristesse. Vous voyez que le chien est au bout, il tient, mais on n'a pas du tout le même regard. Regardez 2 mois après, les yeux sont pétillants et la chienne est mieux dans sa peau et mieux dans son corps. Voilà, donc ça c'est Fahrenheit. Un autre cas, donc là c'est un cas de petit loup. C'est un chien d'SDF
qui, malheureusement, à cause d'un accident, a eu des brûlures au 3e degré. La première, alors, il faut partir le chien en entier, la diapositive de droite, 19 octobre. Ce chien est arrivé avec complètement brûlé, mais c'est des brûlures qui avaient déjà 15 jours avec une infection. Donc il a fallu opérer le chien pour rattraper, parce qu'il y avait eu des adhérences sous les membres antérieurs et postérieurs, donc il avait difficulté à marcher. Et je voulais juste vous faire voir la puissance des plantes. Donc là aussi, ça a été fait avec des huiles essentielles. En 1 semaine, la cicatrisation. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer l'état de la brûlure, de la cuisse interne, la diapositive du milieu, en haut, en bas. Vous voyez qu'en 1 semaine, il y a une amélioration. Donc les plantes, oui, sont puissantes, mais toujours utilisées à bon escient et faites par un professionnel. D'accord ? Et puis là, 17 novembre, donc c'est la photo, la dernière photo où le chien, voilà, toutes les brûlures sont guéries. Donc en l'espace d'1 mois, un cas où je ne donnais pas grand chose au chien parce que je ne savais pas trop. Vu l'état de la peau, c'est vrai qu'on a fait l'intervention, mais j'avais peur que la peau ne tienne pas parce que j'ai fait des lacérations moi-même pour pouvoir reprendre la peau, parce qu'il manquait de la peau à l'intérieur des cuisses. Et je pensais qu'on aurait eu plein de complications. Alors que non, sincèrement, ça a été vraiment un succès. Voilà. D'ailleurs, le petit chien a eu une communication animale par Madame Peggy Reboul sur son état et voilà, pour voir un peu ce qu'il en pensait. Parce que c'est vrai que la souffrance était telle, même si on voyait que le petit chien avait quand même le moral et envie de guérir. Hein? Sur l'acupuncture, je voulais vous parler voilà, d'une technique de pose d'implant d'or. Alors, c'est un peu une dérivation de la technique d'acupuncture. C'est pour des cas précis d'arthrose ou de dysplasie des hanches sur les chiens, des problèmes articulaires. L'or a une fonction anti-inflammatoire. Et donc, cette technique permet on applique des billes d'or de 24 carats sur des points précis d'acupuncture en prévention de l'arthrose ou sur des jeunes chiens qui peuvent avoir de la dysplasie, donc de la douleur qui se met en place avec atrophie musculaire des membres postérieurs. Il n'y a pas que le vieux chien qui a cette pathologie. C'est souvent des chiens de grande taille. Et donc, je voulais juste, voilà, au Danemark, ils utilisent cette méthode aussi sur l'humain, nous non, et vous faire voir l'évolution juste avec des poses d'implants d'or sur une chienne dysplasique qui a 2 ans, c'est un Canet Corso. Donc là, il faut que tu appuies sur la flèche. Tu vas avoir une flèche si tu vas sur la diapo. Là ? Non. Voilà. C'est une vidéo ? Oui. Donc ça, c'est le jour de l'intervention. Regardez, attends, avant de la faire partir. Bon. La chienne avait vraiment de difficultés de déambulation et il y a une atrophie musculaire des membres postérieurs. Et ça faisait à peu près 4 mois que la chienne peinait à marcher. C'était une jeune chienne de 2 ans. Donc vas-y, voilà, vous voyez. Après, il faut que tu fasses la flèche sur le côté pour passer à la diapo suivante. Là ? Non. Là. Ah, pardon, tu vas l'expliquer. Ou alors là sur l'autre diapositive directement. Donc là, c'est 1 mois après, et vous pourrez voir l'évolution. Ah ouais. Vous voyez, elle s'est remusclée sur le train arrière. Et on a mis uniquement les implants d'or, elle n'a plus eu d'anti-inflammatoire après l'intervention. Et la dernière, c'est 2 mois après. Voilà, et là c'est 2 mois après. Donc l'évolution se met en place de 1 à 4 mois après l'intervention.
Alors, c'est un chien qui restera toujours dysplasique, hein, on est bien d'accord. La dysplasie sera à vie, sauf qu'elle n'a pas de douleur. Et voilà, ce qui peut être bien, c'est qu'on enlève la douleur au chien, donc il a une vie tout à fait normale. Voilà. Et sinon, bon, je finis, c'est bon. Grande question.